7 millions de Tunisiens étaient appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle dans ce pays. La participation était de 45,2%, indique l'instance d'organisation des élections. Les tendances sont pour ce jour. Au Bénin, le père fondateur du mouvement politique dénommé Initiative de Niki, Sami Sira Korogoré, a porté sur les fonds baptismaux le mouvement populaire de libération, un mouvement à l'antipode des idéaux du régime de Talon. Autorisation de livraison d'armes de calibre inférieur ou égal à 14,5 mm aux forces centrafricaines. Ainsi en a décidé jeudi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On démarre cette édition par la Tunisie qui est de nouveau endeuillée. Kadia Kaïd Essebsi, l'épouse du président Béji Kaïd Essebsi, décédée le 25 juillet dernier, est morte à son tour dimanche, jour de l'élection présidentielle anticipée dans ce pays. Reportage. C'est Hafed Kaïd Essebsi, fils du défunt président, qui a donné l'information. Chadlia, 83 ans, veuve de Béji Kaïd Essebsi, est morte. Que Dieu la bénisse, a-t-il annoncé. Le fils n'a toutefois pas précisé de quoi est morte sa mère. Madame Essebsi avait accueilli en juillet les nombreux chefs d'État venus rendre hommage à son mari décédé à l'âge de 92 ans, après avoir été le premier président démocratiquement élu au suffrage universel en Tunisie. Élégante et discrète, elle n'apparaissait que rarement en public, contrairement aux premières dames de la Tunisie post-indépendance, Wassila Bourguiba et Leila Ben Ali. Le couple a eu 2 filles et 2 garçons, dont Hafed Kaïd Essebsi, qui a gardé le contrôle du parti créé par son père, Nida Tounes, au prix de luttes de personnes qui ont décimé la formation. Cette nouvelle survient alors que se tenait la présidentielle anticipée qui permettra d'élire le successeur de Béji Kaïd Essebsi. 7 millions de Tunisiens ont voté dimanche en Tunisie pour une élection avancée de 7 semaines et dont l'issue reste incertaine. Un scrutin sur fond de fortes attentes sociales et économiques dans un contexte de rejet de la classe politique aux manettes depuis la révolution de 2011. Parmi les 26 prétendants, un premier ministre au bilan contesté, un maya des médias poursuivi pour blanchiment d'argent et incarcéré, ou encore le Premier ministre candidat du parti d'inspiration islamiste Enanda. Et parlons justement de cette élection publicitaire en prison contre un universitaire sans parti politique. Les 2 premières places de l'élection présidentielle en Tunisie ont été revendiquées par les candidats anti-système, mais les résultats n'ont pas été confirmés officiellement et le pays se retrouve lundi matin dans un épais brouillard politique. Le scrutin pour lequel s'affrontaient 26 candidats s'est déroulé sur fond de graves crises sociales et économiques et dans une atmosphère de rejet des élites politiques. Nabil Karoui, homme d'affaires en prison sous la coupe d'une enquête pour blanchiment et fraude fiscale, et Kaïs Saed, commentateur politique et constitutionnaliste de Outsider, se présentant comme des candidats anti-système, ont revendiqué leur qualification dimanche soir sur la foi de 2 sondages d'instituts privés tunisiens. C'est une élection que nous suivons de très près. L'instance d'organisation de ces élections a annoncé les tendances pour cette journée. En Centrafrique, au moins 23 miliciens ont été tués samedi dans de nouveaux combats survenus dans le nord-est du pays. Ces combats ont opposé 2 groupes armés rebelles, pourtant signataires il y a 7 mois d'un accord de paix entre eux et le gouvernement. Les détails. Le calme est revenu en soirée dans la ville de Birao. Les combats ont cessé, mais la situation reste tendue. En plus des 23 miliciens tués, un casque bleu de la MINUSCA a été légèrement blessé selon le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA. L'affrontement a opposé à Birao samedi matin des membres du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique et du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, qui s'étaient déjà livrés des combats meurtriers début septembre dans cette même ville, proche de la frontière soudanaise. Les 2 groupes se disputent le contrôle de la frontière où affluent les armes en provenance du Soudan. Pour les habitants de Birao, les violences de samedi viennent encore aggraver une situation déjà alarmante. Selon des témoins, la ville est entièrement vidée de ses habitants. Plus de 13 000 personnes avaient déjà fui la zone au début décembre, selon la MINUSCA.
Le 6 février dernier, le gouvernement et 14 groupes armés avaient pourtant signé un accord de paix à Khartoum, censé mettre un terme aux combats opposant les rebelles aux forces loyalistes, mais aussi entre ces groupes armés rivaux qui contrôlent 70% du territoire. Depuis cet accord, les violences ont considérablement baissé d'intensité, mais des groupes armés s'affrontent encore de manière sporadique, comme à Birao, et certains continuent de s'en prendre violemment aux civils dans certaines zones. Autorisation de livraison d'armes d'un calibre inférieur ou égal à 14,5 mm aux forces centrafricaines. Ainsi en a décidé jeudi le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'assouplissement de l'embargo de l'ONU sur les armes à destination de la Centrafrique ne devrait pas bouleverser pour autant la donne à court terme entre l'armée et la multitude de groupes rebelles qui contrôlent plus des 2/3 du pays. Mais il s'agit d'une victoire symbolique pour le régime de Bangui. C'est une ouverture limitée puisque l'interdiction vaut toujours pour l'armement lourd, mais c'est une première depuis que l'ONU avait décrété un embargo total sur les armes en 2013, quand la Centrafrique a basculé dans la guerre civile après la chute du président François Bozizé. Mais depuis l'élection de Faustin Archange Touadéra à la présidence en 2016 et un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes rebelles, le 6 février dernier, ce pays d'Afrique centrale amorce une laborieuse stabilisation. Jusqu'alors, il était interdit à Bangui d'acheter même un pistolet pour ses soldats quand les nombreuses milices les affrontent ou se battent entre elles et contrôlent toujours 70% du territoire, s'approvisionnaient dans presque tous les calibres à leur guise aux frontières avec le Tchad et le Soudan. Ainsi, la décision de l'ONU ne pourra pas dans l'immédiat au moins renverser les rapports de force sur le terrain, vu que les FACA, les forces armées centrafricaines, en pleine reconstruction, ne comptent qu'environ 4000 soldats opérationnels, dont la moitié à Bangui, face à des miliciens rebelles largement plus nombreux, même s'il n'existe pas d'estimation fiable de leur effectif. Un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, élargi à la Mauritanie, au Tchad et au Cameroun, axé sur la lutte anti-djihadiste au Sahel, s'est tenu samedi à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, pays durement touché par des attaques récurrentes. La conférence a adopté un plan d'action et de mobilisation de ressources à hauteur de $1 milliard pour la lutte contre le terrorisme. $1 milliard sur 4 ans pour combattre le djihadisme. C'est la décision phare du sommet extraordinaire de lutte contre le terrorisme de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu samedi à Ouagadougou. Le plan et son budget, qui fait appel uniquement à des ressources internes, seront présentés en décembre lors du prochain sommet de la CEDEAO à Abuja. L'argent qui sera versé dans un pot commun servira notamment à renforcer les capacités opérationnelles des armées nationales ainsi que des forces conjointes comme le G5 Sahel ou la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad. Alors que de nombreux observateurs annonçaient les funérailles du G5 au cours du sommet de Ouagadougou, le communiqué final du sommet montre bien le soutien de la CEDEAO au G5 Sahel et à la force mixte du bassin du lac Tchad. Dans les conclusions du sommet, la CEDEAO réclame également aux Nations Unies un mandat plus offensif de la MINUSMA, mandat qui puisse permettre de lutter contre le terrorisme. La CEDEAO va aussi solliciter la Banque mondiale et le FMI pour que les dépenses sécuritaires soient considérées comme des investissements et solliciter les bailleurs de fonds occidentaux et arabes pour mieux lutter contre le djihadisme. Au Bénin, le père fondateur du mouvement politique dénommé Initiative de Niki Sabisira Korogodé et ses jeunes venus de la plupart des départements du pays étaient en fin de semaine écoulés au devant des hommes de médias. À la faveur d'une conférence de presse, ils ont lancé le MPL, le Mouvement populaire de libération, un mouvement à l'antipode des idéaux du régime de Patrice Talon. Reportage. Enfant du Bénin debout. Des jours de cabale, arrestation, puis 8 mois d'emprisonnement. Le chantre du célèbre mouvement Initiative de Niki Sabisira Korogodé en sort visiblement plus aguerri et déterminé pour le combat démocratique. Le Crézet choisit désormais avec ses pairs le MPL, Mouvement populaire de libération. À l'encontre du régime, un chapelet de griefs. Le mépris du peuple et son conditionnement juridico-social pour un assujettissement. Les casses sans ménagement et sans compensation,
les lois scélérates et liberticides pour mettre sous contrôle la magistrature d'abord, puis assujettir les travailleurs en général, un code du travail esclavagiste, une loi électorale et une charte des partis frauduleuses, les arrestations et l'enlèvement tous azimuts par la police secrète, la traque et les condamnations arbitraires des opposants politiques forcés à l'exil, etc. Le tableau n'est pas que grave, dira le second conférencier, mais critique et inquiétant. C'est de notre devoir de lutter pour redonner à ce pays ce qu'il a de plus beau, sa démocratie. Ce pays nous a tout donné. Il agonise, il est torturé, il souffre. Nous ne pouvons pas rester insensibles, car nul n'est épargné aujourd'hui. Sabi Sira Korogoné appellera alors à un sursaut patriotique général pour, dit-il, délivrer le pays. Où que vous soyez, quel que soit votre statut social, toi jeune, toi femme, personne du troisième âge, toi chômeur, enseignant, artisan, travailleurs de tous ordres, notre devoir est de nourrir cette démocratie et tous ceux qui s'attaqueront à notre démocratie, nous rencontrerons désormais sur notre chemin. Et ce combat, m'attelle-t-il, elle voudrait bien compter aussi sur les forces de sécurité publique. Aux soldats et officiers de l'armée nationale, à nos forces de sécurité, nous lançons également un appel pour qu'ils choisissent le camp du peuple conformément à la constitution de notre pays. Soyez donc les bienvenus dans le mouvement populaire de libération, organisé pour la défaite de la dictature et la conquête de la liberté et du progrès. Est annoncé pour les tout prochains jours l'installation des cellules de base sur toute l'étendue du territoire, question d'enrôler le maximum d'adhérents pour ensemble, disent-ils, reconquérir les acquis démocratiques. Pour ceux-là qui aujourd'hui pensent que tout est perdu, c'est faux. C'est maintenant que tout va recommencer. Des manifestants pro-démocratie se sont rassemblés dimanche aux abords du consulat de Grande-Bretagne à Hong Kong. L'objectif est de demander à Londres d'en faire davantage pour protéger les habitants de son ancienne colonie. Reportage. Le recul des libertés à Hong Kong tient en haleine les manifestants pro-démocratie qui ne démordent pas. Dimanche encore, des centaines de personnes ont chanté l'hymne britannique en brandissant l'Union Jack ainsi que la bannière de l'ancienne colonie hongkongaise. Peu après, des dizaines de milliers de personnes ont commencé à défiler dans des quartiers du centre de l'île de Hong Kong alors que la police leur avait interdit de descendre dans la rue. Conformément à la déclaration sino-britannique de 1984 qui avait présidé la rétrocession, Hong Kong est une région semi-autonome dirigée par le principe « un pays, deux systèmes » et jouit à ce titre de liberté inconnue dans le reste de la Chine, et ce jusqu'en 2047. Mais les manifestants pro-démocratie accusent Pékin de s'asseoir sur ses promesses en augmentant son emprise politique sur le petit territoire et en refusant de lui accorder un véritable suffrage universel. Dimanche, nombre de manifestants accusaient Londres de ne pas demander suffisamment de camps à Pékin. Plusieurs manifestants demandaient la possibilité pour les Hongkongais d'obtenir la nationalité de la Grande-Bretagne ou d'un autre pays du Commonwealth. En effet, des centaines de milliers de Hongkongais ont obtenu avant ou après la rétrocession un passeport particulier émis par Londres et réservé aux citoyens britanniques à l'étranger, un titre qui facilite les entrées en Grande-Bretagne mais ne donne aucun droit de travail ou de résidence. Environ 130 parlementaires britanniques ont signé la semaine dernière une lettre ouverte appelant la Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth à accueillir les Hongkongais qui souhaiteraient émigrer. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.